Ce sont des jours historiques au Soudan. Cette semaine voit l'érection du premier gouvernement civil après 30 ans de dictature militaire sous la conduite du général Omar Hassan el-Béchir. Le nouveau Premier ministre, Abdallah Hamdok, a été désigné et investi mercredi dernier suite à la signature de l'accord entre militaires et leaders de la contestation. Ce gouvernement conduit par un technocrate et dont les membres proposés par les leaders de la contestation, j'y arrive, tous des technocrates, peut-il répondre aux attentes d'un peuple meurtri par autant d'années de gouvernance militaire? Les ministères de l'Intérieur et de la Défense, de postes clés qui restent aux mains des militaires, sans possibilité pour le Premier ministre d'émettre un avis. Est-ce la bonne solution? Qu'en est-il des islamistes qui dénoncent leur exclusion du processus ayant conduit à la formation de ce gouvernement civil inédit? Enfin, et c'est peut-être là que se situe le plus gros problème, les rebelles du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan Sud, pourtant membres de la coalition de l'opposition, n'ont ni signé l'accord, ni ne participent au gouvernement. Ils émettent des avis qui, le temps du débat, seront passés au peigne fin. Soudan, nouveau gouvernement civil, quid des aspirations des groupes rebelles et des islamistes. C'est le thème central de l'émission du jour qui, vous l'aurez compris, s'intéresse au Soudan. Post-Omar Hassan el-Béchir. On en parle juste après ceci. Et à nos côtés aujourd'hui, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Un plaisir de vous avoir, messieurs. Les technocrates, devant entrer au gouvernement, peuvent appartenir à un parti politique, mais ne peuvent en aucun cas le représenter. N'a-t-on pas besoin de personnes très au fait de questions politiques plutôt que quelques militaires et quelques technocrates populistes? Merci beaucoup. Les deux. Nous avons besoin des deux. Parce qu'en fait, il faut aller sur l'existant, les réalités du Soudan. Depuis que le Soudan est Soudan, c'est les armes qui ont régné. Et ce processus, éliminer les militaires, c'est de ne pas voir la réalité en face. Parce qu'en fait, il faut composer avec les militaires pour pouvoir. Ça me renvoie un peu à la conférence nationale des forces vives du Bénin, où le régime marxiste, militaro-marxiste était là. La conférence a réussi parce qu'il y a un général qui était d'accord pour que les choses se changent. Je crois que le Soudan est beaucoup plus compliqué. En plus que, vous avez vu, moi ce qui m'a réjoui, c'est de voir cette composition du gouvernement. Je dirais, cette composition, ces 6 personnes-là qui vont piloter. Je vois les femmes représentées, 2 femmes, qui vont payer un lourd tribut à ce combat. Et je vois chrétiens et musulmans ensemble. Ce qui veut dire qu'on est en train de satisfaire toutes les sensibilités et toutes les croyances. Moi, je pense qu'avec la bénédiction de l'Union africaine et de l'ONU, il faut aller dans ce processus-là. Je vois que c'est ce processus-là qui peut faire aboutir. Parce que toujours il y aura des velléités. Mais je crois que cette combinaison de sensibilité, surtout il faut les rassurer. Parce qu'en fait, les militaires sur le terrain menaient un autre combat. Vous avez parlé d'islamistes. On y reviendra bientôt. Voilà. Alors, Souleymane Hamzat, on a l'impression que visiblement, les choses vont très vite. C'était prévu que ce mois d'août voit l'érection d'un gouvernement. C'est fait. On a un Premier ministre. L'équipe est proposée en ce moment même. Est-ce que, selon vous, les conditions sont réunies pour aller réellement à tout ce que le peuple a demandé? Apparemment, on ne saurait aller à cette question tout de suite sans les préalables. Il a fallu une baguette de pain pour que le précédent gouvernement saute. Ensuite, il y a eu les militaires, il y a eu 2 ou 3 tentatives de coup d'État jouées. Supposées, mais étouffées dans l'œuf. C'est pas supposé, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes.
Bon, donc, mais des militaires sont allés en prison, sont ressortis, certains ont été miraculeusement ça c'est le côté un peu renforcé. C'est le côté un peu mystique des militaires. On ne peut pas rentrer dans ces détails-là. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est sûr, c'est que le Soudan est en train d'évoluer, en train de faire un pas de géant. Et je vous ai dit ici, lors de la précédente émission sur le Soudan, que si le Soudan échouait, ça risque de faire mal à l'Afrique. Et l'Algérie est en train de venir aussi. Donc, notre souhait, c'est de voir le Soudan émerger. Et Dieu seul sait que ce pays est à proie, faire l'objet de toutes les tentatives de bouleversement de la part des islamistes. N'est-ce pas? Je vous ai aussi dit ici sur ce plateau que le fameux Ben Laden est parti de là-bas. Et on a connu tout ce qui rentre dans le Sahel, même l'attaque contre les Tripoli et la Libye au temps du colonel Kadhafi. Je crois que le président Ouattara, Hassan El-Béchir, avait même envoyé pour participer à cette affaire-là. Donc aujourd'hui, le Soudan est en train d'émerger avec de nouveaux hommes. Comme l'a dit mon co-débatteur, on ne peut rien faire sans les militaires. À l'heure actuelle, ils ont bien, je crois que le président Déby Itno a eu cette sagesse d'esprit et d'expérience de réorienter et de bien façonner cette transition-là qui a pour un conseil, je ne sais pas, 6 personnes, je crois, hein, dont 2 femmes. Bon, la participation des femmes, je trouve ça un peu ridicule, parce qu'on aurait pu mettre à part égale, parce que les femmes ont été... elles étaient celles qui ont porté le message de cette révolution. Et je pense aussi que le Soudan est en train de faire un bond vers un régime laïque, n'est-ce pas? Il n'y a pas... Quoique les islamistes sont en train de tirer la ficelle, mais bon, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. L'Afrique a besoin de se développer. Et on est tous des musulmans, hein, moi en premier. Mais cette histoire d'être tout le temps derrière l'islamisme, les théories, machin, il faut que ça s'arrête et que vraiment l'Afrique puisse avancer. Voilà. On parle d'un Premier ministre, Abdallah Hamdok, qui est un économiste de consensus. L'homme est un ancien collaborateur des Nations Unies. Déjà, votre avis sur le choix de la personne désignée donc pour conduire ce gouvernement-là? Franchement, c'est pas important. Parce que moi, un homme des Nations Unies, c'est ça où toute l'inquiétude se pose. Parce que moi, je pense que les Nations Unies, souvent, quelles sont les négociations que les Nations Unies ont conduites et que cela aboutit sans que, n'est-ce pas, le dynamisme de cette négociation ne soit de l'intérieur d'abord. Nous avons vu, par exemple, la Côte d'Ivoire. Ils sont allés à la guerre sous le nez des Nations Unies. Oui. Plus de 4000 morts. Ils n'ont pas pu arrêter ça. C'est-à-dire qu'ils viennent pour colmater les braises. Moi, c'est ça qui est mon problème fondamental. La prévention. Si les Nations Unies étaient autant efficaces, notre commission de l'Union africaine était autant efficace, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Mais ils attendent qu'on gâte tout, sont morts, etc. Maintenant, ils viennent. Parce que les gens même sont fatigués. Maintenant, c'est pas le choix de cet homme-là. Moi, ce qui me réconforte dans cette situation-là, c'est que cette révolution, elle est populaire. C'est une révolution dynamique. Elle n'est pas un coup d'État ou bien quelqu'un qui se lève pour dire je vais, on négocie. C'est comme le fait qu'on est venu détruire la Libye et qu'il y a 2 généraux qui sont... des généraux qui se confrontent. C'est pas la même chose. Le Soudan, c'est le peuple qui s'est levé pour dire nous voulons aller vers la démocratisation de notre système. Nous sommes fatigués de ce régime qui nous axifie. Donc ça, aucune bombe ne peut aller contre ça. Quelle que soit la personne qu'on mettra là-bas, le problème est que il faut que les feuilles de route soient respectées. Parce qu'ils ont mis là-bas avec des feuilles de route. J'ai vu quelque part le temps qu'ils feront et puis après... Donc la transition va se créer après. C'est la conduite de cette feuille de route, la sincérité des gens qui sont là, c'est ça qui est important. Et lui seul, le seul homme aussi qui est là-bas, il ne peut rien faire sans la collaboration des autres. Il faut que tous les autres qu'ils soient animés, n'est-ce pas, d'une bonne collaboration, pour conduire, pas pour s'éterniser, mais pour conduire à bon port. Maintenant, je préfère qu'il soit l'homme
du Soudan que d'être l'homme des Nations Unies. Voilà, votre avis, il est clair. Solomon Hamzat, le Premier ministre, à peine intronisé, a demandé l'aide internationale. Il parle de 10 milliards de dollars, dont 2 au plus vite dans les 3 premiers mois pour reconstituer les réserves de change et soutenir la monnaie soudanaise. Votre avis déjà sur le choix de la personne et de sa première volonté ou sa première action forte? Déjà, sur le choix de la personne, c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Ah non, il est connu, on peut pas dire. Il n'était pas sur le terrain, il n'a pas marché. Vous l'avez vu, vous, sur les écrans, il n'était nulle part. Il n'a pas porté cette révolution, il n'en est même pas le fruit. Vous auriez préféré qu'on choisisse... Ah oui, mais attends, je ne cultive pas mon champ pour que vous veniez faire la récolte, vous. Il faut qu'on soit sérieux dans des décisions comme ça. Moi, je ne fais pas mon champ pour que quelqu'un par derrière vienne faire des récoltes. Le Premier ministre aurait donc dû être choisi dans la contestation. Ah oui, parce que seul celui qui a vécu un événement peut en parler. Donc, ça sent du pilotage de loin. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, il demande combien de milliards, là, déjà, vous avez dit? 10 milliards, dont 2 milliards. Attends, soyons sérieux. Le Soudan est un pays pétrolier. Mais soyons sérieux avec nos gouvernants. Là. Mais qui va lui donner ces 10 milliards? Il va les ramasser où? Alors, il y a eu des promesses, notamment de l'Égypte, ceux qui l'ont mis là-bas, de l'Arabie Saoudite. Ceux qui l'ont mis là-bas. Comprenez le jeu. Ce jeu-là doit s'arrêter à un moment donné. Comme le disait mon co-débatteur sur une émission précédente, il va falloir qu'on arrête, qu'on nous pilote comme des yo-yo. Il va falloir faire franc jeu. Les gens se sont battus, ils ont perdu des familles, il y a eu des contestations. À la dernière minute, vous écartez tous ces gens-là, vous allez chercher quelqu'un soi-disant il est des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est quoi? C'est quoi les Nations Unies? Qu'est-ce qu'on met dans cette affaire-là? Les Nations Unies. Il suffit d'avoir un titre, d'avoir des doctorats, d'aller se positionner là-bas, et puis on est crédible pour un État. Et derrière, ceux qui vous amènent à ce poste-là, c'est eux qui vous font des promesses d'arriver, t'inquiète pas, on aura les milliards, machin, tout ça. Qu'est-ce que ça a pu régler le problème du pain des Soudanais? Attendons de voir. Moi, c'est un leurre. Le Soudan risque de faire fausse route avec ces gens-là. Il faut de vrais Soudanais, des patriotes convaincus des nationalistes pour reprendre le flambeau et porter le Soudan très haut. Le Soudan n'a pas besoin des 10 milliards de la communauté internationale. Ils l'ont sous leurs pieds, dans leur sol. Alors, Solomon Hamzat pose le problème à sa façon, mais j'ai l'impression que cela, on va dire, occulte la réalité aujourd'hui qui est que le pays n'a pas d'argent. Le président Omar Hassan el-Béchir est isolé de toutes parts. Il avait demandé aussi l'aide internationale, notamment à ce que l'embargo américain soit levé, que le pays soit retiré de la liste des pays en lien avec le terrorisme, ce qui coupe beaucoup de moyens et d'aide internationale dont les pays africains, la plupart du temps, ont besoin pour se relancer. Donc, quoi qu'on dise, il y a un problème qu'il faut régler et on ne peut le régler tout seul. Non, mais il y a un problème de cash, c'est vrai. Il y a un problème de cash. Ils ont besoin de l'argent. Avec cette crise-là, vous venez au gouvernement, vous avez... Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent d'abord. Bon, maintenant, si le président qui était là-bas, on trouve beaucoup d'argent chez lui, dans sa maison, et que lui, il dit que c'est l'Arabie Saoudite qui lui... Donc, l'Arabie Saoudite est fortement impliquée dans le problème soudanais, c'est clair et net. Vous savez, moi, je pense que les Nations Unies aussi ont voulu avoir leur main, leur homme. Il est soudanais, mais c'est leur homme, parce qu'il est dans les sérails. Bon, les militaires ont leur homme. Les contestataires dans la rue, ceux qui ont fait la révolution, ont leur homme. C'est la combinaison de tout ça là qui fera la gouvernance. Tout à fait. Nous verrons. Nous verrons, mais moi je dis, l'analyse de mon co-débatteur, il a raison, parce que c'est une analyse pragmatique. C'est une analyse pragmatique de la situation. Maintenant, la situation concrète est que, à situation concrète, il faut des solutions concrètes. Là où nous sommes, il faut, c'est-à-dire que au Sénégal, on dit le sopokanya, c'est-à-dire c'est une sauce où on met tout à la fois, les crabes, tout ça là, et ils sont obligés de s'harmoniser pour atteindre un objectif. L'objectif est que la soupe soit bonne. Je pense que
je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Maintenant, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent parce que si on va trop dans les débats, c'est ça, c'est-à-dire le système dominateur voudrait dominer ce Soudan-là. Ce Soudan-là. Tu vois, vous voyez l'embargo. L'embargo contre le Soudan. L'Union africaine a fait l'embargo quand ils ont tué. Béchir est parti, ils ont tué. L'Union africaine a dit non, on sort le Soudan dans l'Union africaine. Mais je crois que le Soudan devait sortir dans l'Union africaine depuis au moment où on fait des tueries, etc. De sortir ou bien de venir. Mais ils ont soutenu l'embargo des Nations Unies, des Américains. Nous sommes dans un système où c'est le plus fort qui domine. Moi, je crois que l'espoir est permis d'autant plus qu'aujourd'hui, ici, le plus fort, c'est le peuple soudanais. Et le peuple soudanais a des exigences. Il a des exigences. C'est de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir voir un Soudan stable et économiquement développé. Maintenant, la transition a forcément besoin d'argent, ça c'est clair. Ils ont leur monnaie, il faut... qui est en train de plonger, ils ont besoin ils ont besoin d'argent. De soutenir. Même s'il y a le pétrole, je crois qu'ils ont besoin de cash tout de suite pour aller... Et là, on va chercher ça. En Afrique, on n'est pas trop solidaire dans ça. Parce que les pays africains, là, personne ensemble, nous serons forts, mais on est divisés. Chacun est en train d'aller chercher chez les Blancs. Je ne sais pas... Lucie, je ne sais pas. Voilà. Alors, le nouveau Premier ministre dit avoir approché des pays amis. On parle notamment, il se murmure qu'il s'agirait de l'Égypte et des monarchies du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, on va appeler cela comme ça. Est-ce que, selon vous, Omar Hassan El-Béchir parti, le Soudan continue de collaborer avec les États qui, on va dire, étaient en de bons termes avec lui, ou le Soudan doit se retourner ou se recentrer sur lui-même? C'était, à tout point de vue, à tout égard, mon inquiétude par rapport à ma précédente intervention. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment qu'on arrête de nous prendre vraiment pour des marionnettes. Vous sortez d'un système pour une raison bien déterminée, le pain. Le peuple a faim, on a faim, et voilà, on tombe dans la rue, on manifeste. Mais jusqu'à là, qui vous a dit que le pain a chuté de prix au Soudan? Encore que le pain, c'est en quelque sorte, c'est un symbole. C'est un symbole. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, un peu partout. Un symbole. Mais qui vous a dit que ce pain-là a chuté de prix? Personne ne sait. La deuxième contestation qui porte les gens à tomber dans la rue, c'est qu'il y en a marre des militaires au Soudan. C'est 30 ans de Béchir, c'est trop long. Mais 30 ans durant lesquels il s'est posé des actes. Ces actes-là ont conduit à des détournements de fonds. Le monsieur, vous l'avez bien entendu, je n'ai pas pris l'argent de l'État. On m'a donné 90 millions de dollars. Mais ils n'ont qu'à aller chercher ces 90 millions de dollars pour commencer déjà un temps soit peu à régler les problèmes. Je m'inquiétais un peu du fait que, l'homme soit du sérail des Nations Unies. Deux, qu'il, à la première annonce comme ça, il commence à parler d'argent. Ah non, c'est ce qui est attendu de lui. Il est Premier ministre technocrate, rompu à la tâche. On attend de lui des solutions hardies pour résoudre les problèmes du pays. Vous pensez que c'est quand les milliards là seront là que le pain va chuter? C'est-à-dire le train de vie du Soudanais va s'améliorer. Je ne suis pas technocrate. Ils viendront plutôt régler leurs problèmes. Régler les problèmes en instant, ceux de l'État, qui doit peut-être de l'argent, etc. Vous pensez qu'ils vont mettre cet argent-là? Il ne faut pas se tromper, hein. Il faut qu'on arrête de nous tromper. Le troisième paramètre, Jean Velin, c'est celui de comment je vous explique ça? C'est celui du paramètre sécuritaire du pays. Mais vous sortez, vous commencez pas à demander autant de milliards. Il y en a à qui les oreilles, quand ils entendent parler de milliards, des contestataires ou machin, ils sont prêts à foutre le bordel pour que cet argent-là soit mal géré. On a connu ici des programmes d'ajustement structurel. Ça n'a rien donné. Ceux qui donnent cet argent, vous croyez qu'ils le donnent gratuitement? Ils ne donneront pas gratuitement. Il y a des choses qui sont derrière tout ça. Et il va falloir que seuls les participants à ces marches-là, ceux qui ont fait la vraie révolution, qui ont été au front,
Et je prends en guillemets le cas du Burkina. Vous avez vu comment la révolution leur a été volée. Ceux-là, s'il y en a parmi eux qui sont dans le conseil actuel au Soudan, il va falloir qu'ils revendiquent leurs droits. Hein. Et sans embâche, c'est-à-dire, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'à peu près. Il faut y aller jusqu'au bout. Et pour moi, se lever et réclamer autant de milliards, c'est nous faire croire qu'au lendemain de la chute de Thomas Hassan el-Béchir, il n'y avait plus un copec dans les banques soudanaises. C'est-à-dire que le budget soudanais de je ne sais pas combien de milliards a disparu mystérieusement. C'est-à-dire que le pays est à terre, il n'y a plus rien. C'est inadmissible. Non, c'est vrai. Béchir, le pays était dans des situations économiques terribles. Hein, Béchir, très dur. Hein, parce que non seulement l'embargo, mais... Isolé de partout. Voilà. La situation héritée là, je crois que un système de démocratisation a toujours un coût. Parce que le pays a besoin de se mettre au travail, le pays a besoin, les institutions doivent fonctionner, la sécurité, l'armée doit fonctionner, les denrées de première nécessité, on a besoin d'approvisionner le pays. Si ces fondamentaux qui font la vie de l'homme, qui peuvent apaiser l'homme, si ces fondamentaux-là ne sont pas réglés tout de suite, imagine-toi ce qui va se passer. Et ensuite, il y a des groupes rébellions un peu partout. Et cette transition tient compte de régler ce problème-là. On a besoin d'argent pour se déplacer, on a besoin d'argent pour se nourrir, on a besoin d'argent pour entretenir la sécurité, l'armée, on a besoin d'argent pour approvisionner le pays, pour faire le maillage. Rien ne dit que... L'argent est fondamental aujourd'hui. Rien ne dit que les salaires étaient payés régulièrement durant les derniers mois de la contestation. Il y a tous ces problèmes-là qu'il faut forcément régler. C'est-à-dire que la situation, le diagnostic économique du Soudan, c'est catastrophique. Malgré le pétrole, c'est catastrophique. Maintenant, il faut... Je crois que c'est dans un consensus. Le Premier ministre n'est pas venu ici pour dire voilà. Je crois que ce qu'il a voulu apporter comme solution a été discuté en profondeur avec tous les partenaires pour pouvoir sortir maintenant, dire voilà ce qui va se passer. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la suite de cela. Si les 2 milliards tout de suite, d'accord, mais après, l'évolution, c'est ça qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, si la situation économique ne trouve pas de solution, une bouffée d'oxygène, ça ne peut pas régler le problème de la stabilité sociale. Il table d'ailleurs sur 8 autres milliards d'ici 2 ans à peine pour essayer d'aider le pays à payer ses importations et à transformer son économie, puisque visiblement une gouvernance de type militaire et autocratique n'a absolument rien à voir avec une gouvernance civile, avec des technocrates convaincus qui sont en train de travailler. Souleymane Hamzat, j'aimerais vous demander, il y a... on va dire la proposition faite par le Conseil militaire qui doit proposer donc les ministres de l'Intérieur et de la Défense sans que le Premier ministre n'ait un avis là-dessus. Est-ce que selon vous, on doit faire les choses comme ça, on doit l'accepter ainsi, ou bien il faut quand même que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, puisse avoir son mot à dire sur la nomination de tous les membres de son gouvernement? De mon point de vue, et compte tenu de ma courte expérience, je crois qu'il y a 5 ministères qui sont régaliens et qui font l'apanage, n'est-ce pas, du chef. C'est des ministères qui sont, qu'on le veuille ou pas, sous son contrôle. Il y a le ministère de la Défense nationale, l'Intérieur, la sécurité, la santé, l'éducation et les affaires étrangères, à mon avis. Et celui dont on ne parle pas, mais qui est en tête de tout ça, c'est le ministère des Finances, aussi bien 6e. Aucun chef ne s'amuse à nommer qui il veut, comme il veut, à ces ministères-là. Ce sont des ministères clés, sur lesquels on ne joue pas du tout. Donc, si les militaires ont décidé de garder l'intérieur et la sécurité, c'est déjà parce que les civils n'ont rien à y voir là-bas. On a bien dit que c'est un ministère de la Défense. Donc, c'est un ministère pour des gens qui sont de la sécurité et de la défense. Donc, les militaires, les civils, franchement, au revoir. Moi, je ne nommerai jamais un civil à un ministère de Défense. Si j'étais chef d'État un jour, je ne ferais jamais. C'est une grosse bêtise. Je nomme à la tête de ces ministères-là ceux qui sont capables
de gérer les problèmes liés aux militaires. Donc ils sont entre eux. Vous me demandez par exemple d'aller mettre un militaire au ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'il a, il voit là-bas? Il ne connaît rien du tout. Il me faut un médecin pour le faire. Donc ça vous dit quoi? Les militaires, ils sont dans leur rôle. Au Soudan, j'observe de près cette transition qui parfois m'épate. Je vous ai dit ici que ça ne pouvait pas se faire sans les militaires. Maintenant, il y a une feuille de route. C'est bien déterminé. Prions Dieu, prions le ciel, qu'il n'y ait pas un énième, comme ils ont l'habitude de faire un coup d'État qui apparaît quelque part parce que, bon, il faut aussi gérer les sensibilités. Vous savez de quoi je parle. Alors, avant même la formation de ce nouveau gouvernement, il y a des critiques, de vives critiques, notamment des groupes rebelles du Darfour, du Nil bleu, du Kordofan, qui font partie de la coalition de l'opposition. Ils ont refusé de signer l'accord du 17 août dernier. Ils ne seront donc pas représentés au gouvernement. Ils indiquent qu'ils s'y opposeront, même s'ils précisent que ce sera cette fois-ci de manière pacifique. Votre avis sur les récriminations donc, de ces rebelles-là qui, on va le dire, ont payé le plus lourd tribut dans le Soudan d'Omar Hassan el-Béchir, avec tout ce que les populations ont enduré, notamment du côté du Darfour et des autres régions qui étaient, on va dire, sous domination et sous attaques militaires. Oh oui, d'accord. Mais on a vu d'abord sur la formation, les militaires, leur autonomie dans la gestion des questions militaires, c'est tout à fait normal, parce que c'est un gouvernement consensuel. Le Premier ministre n'a pas été élu démocratiquement. Donc, il faut, je crois que chacun a une portion de pouvoir, une partie de pouvoir. Et je crois qu'actuellement, le Soudan a besoin il faut les responsabiliser à part entière pour leur dire, voilà votre cahier de charge. Nous avons besoin de ça et ça. Je crois que c'est tout à fait normal. Alors, mais maintenant, évidemment, dans ce genre d'accord, il n'y a jamais unanimité. Hein. On ne peut pas trouver l'unanimité. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est les gens qui se réclament d'être islamistes, par exemple. D'autant plus que dans le Coran, Dieu même n'a pas dit forcé, il faut être musulman. Il faut être musulman quand tu veux. C'est par le cœur, c'est par la foi. Et ils sont nombreux, il y a plusieurs mouvements islamistes. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, c'est de l'amalgame. Cet amalgame-là est un problème fondamental. Parce que Dieu, avec toute sa puissance-là, il pouvait détruire le monde pour forcer tout le monde à être musulman, ou bien à être chrétien, s'il le veut. Mais il ne l'a pas fait. Dieu a créé l'être humain libre. Libre en lui montrant, il a le discernement ici du bien, le bien et le mal. Maintenant, il le responsabilise. Tu te responsabilises. Je veux être musulman avec la liberté et la foi. Mais je ne vais pas contraindre l'autre qui ne veut pas être musulman. La gouvernance, elle est globale. La gouvernance, c'est pour tout le monde. Parce que les gens, ils font de l'amalgame. Dans le Coran, on a dit Al-Insan, la personne. On parle de la personne et on parle des croyants. Mais la personne est sacrée. Que tu sois chrétien ou musulman, mais la personne est sacrée, ça appartient à Dieu. Je pense qu'il faut que les islamistes, là, ils soient raison gardés. Qu'ils comprennent que le Soudan est dans toute sa composition. Chaque personne, que ce soit minorité ou majorité, doit vivre librement. Parce que la terre, là, Dieu n'a pas créé ça pour les islamistes. Il a créé ça pour tout le monde. Celui qui a sa portion de vivre là, tu ne peux pas vivre ici, tu vas aller vivre dans l'autre communauté. Donc la gouvernance du Soudan ne peut pas être stigmatisée. Elle doit être une gouvernance englobante. C'est pourquoi moi je salue que dans ce gouvernement-là, on trouve des femmes, non seulement... Des femmes, c'est symbolique. Pour dire il faut garantir le droit des femmes. Parce que vous avez dit, hein, ce sont les femmes, je les ai vues dans la rue, mais braves, ils sont prêts à mourir, les femmes. Parce que leurs enfants ne mangent pas. Tu sais, quand c'est chaud là, c'est les femmes qui sauvent les hommes. Hein. Bon, alors, maintenant, on voit ces femmes en toutes des chrétiens et des musulmans ensemble dans le gouvernement. Moi, j'applaudis avec les deux mains. Il faut aller dans le processus de réconcilier tous les fils du Soudan. Alors, si maintenant les gens qui sont au Darfour, eux, ils ont des préalables, qu'ils revendiquent cela d'une manière pacifique, moi, j'applaudis également. Peut-être qu'en le faisant, ça va pousser cette transition à dire, attention, nous n'avons pas le droit à l'échec. Ça peut être un groupe de pression
mais un groupe de pression qui fait la pression dans le sens des intérêts supérieurs, vraiment du Soudan. Voilà. Alors, nous allons parler toujours avec vous des différents mouvements islamistes. On le rappelle qu'ils n'ont jamais fait partie de la coalition de l'opposition. Donc, à aucun moment, ils n'ont été effectivement associés à la chose. Mais on les a vus manifester aussi, les mouvements islamistes, pour faire des revendications. Ils dénoncent aussi le fait d'être tenus à l'écart de ce nouveau gouvernement. Écoutez, déjà, moi, j'analyse les choses que je vois. Des gens qui ne sont pas mis dans la rue et qui n'ont pas protesté ne peuvent pas venir s'arroger un poste quelconque que ce soit. Je me répète encore nous sommes dans une formule de gouvernement d'union nationale. C'est ce que je dis. Donc, on peut les associer, qu'ils aient participé ou non. Oui, mais on peut les associer, mais qui ne se mettent pas au devant en revendiquant des choses pour lesquelles ils ne sont pas méritants. Il faut mériter. Attendez, votre salaire, vous le méritez parce que vous travaillez ici. Ils ne méritent pas cette victoire du Soudan. Ce n'est pas eux qui ont fait cette révolution. Donc, franchement, qui permettent aux Soudanais, ces honnêtes citoyens, ils sont Soudanais aussi. Patriotes, ils sont Soudanais aussi. Je n'en disconviens pas. Mais pendant que moi, je suis dans ma case et que l'autre est sous le soleil en train de faire son champ, je ne participe pas à la récolte. Donc, pour moi, s'ils ont décidé d'associer et d'aller, oui, qu'on les associe. Mais qu'ils ne revendiquent pas, ils n'ont rien à y revendiquer. Et moi, vous savez que moi, avec les islamistes, ça ne colle pas. Je suis musulman, coagulé, pratiquant. Mais honnêtement, le Soudan a besoin de paix. Et comme l'a dit mon co-débatteur, saluons ensemble cette laïcité de ce conseil-là, qui a bien voulu au moins introduire 2 femmes. Mais moi, je dirais qu'il faut en introduire plus et faire la parité. Voilà, c'est très important. Alors, nous allons parler de l'ex-président Omar Hassan El-Béchir qui comparaissait le samedi 24 août pour la 2e fois devant la justice. Celui qui a été déposé donc par l'armée en avril dernier fait face à des accusations de corruption. Son avocat demande sa libération sous caution. Ça ne fait pas rire, mais bon, votre avis sur le procès donc qui s'ouvre pour Omar Hassan El-Béchir. On a vu l'homme dans une cage enfermé dans un grillage, comme le rappelle, on va dire, le président égyptien Mohamed Morsi. Des images extrêmement dures, on va dire, pour des ex-chefs d'État. Ouais, mais bon, heureusement qu'il n'a pas été encore accusé de crime contre l'humanité dans son pays. C'est corruption, détournement. Et ce qui veut dire qu'il y a des niveaux de responsabilité sont très élevés dans ce pays-là. Les niveaux de responsabilité sont très élevés. Donc le cas Béchir, en jugeant Béchir, on juge tout un régime pendant 30 ans. Et tous ceux qui sont passés. Donc les déballages vont créer énormément de dégâts. Donc, c'est pourquoi je crois qu'ils n'ont pas été trop sévères. Ils ont essayé de vouloir lui permettre de parler, de se défendre. Mais même les gens là qui refusent de rentrer dans le gouvernement, ils ont une portion de pouvoir. Tu sais, ils ont des armes là. Il y a des partis où ils contrôlent, ils prennent l'argent, tout ça, etc. Donc peut-être que c'est très difficile de leur dire de déposer les armes. Mais ils vont finir par déposer les armes. Dans la négociation, ça viendra. On va les convaincre si la transition a les moyens. Tu sais, c'est tous ces problèmes de moyens. La négociation se fera en bas avec eux. Ils vont joindre, ils vont prendre le train en marche. Mais maintenant, Béchir, je crois qu'il faut le juger dans les conditions de règles de l'art. Heureusement, il y a les CPI qui annoncent qu'il y a Amnesty International qui est en train de dire, de ratifier, n'est-ce pas, les conventions comment on appelle ça, les accords de... Non, c'est-à-dire que Béchir, c'est le nom de Béchir qui est là, mais c'est tout un régime pendant 30 ans qui est là. Il y a des implications extérieures, il y a des implications internes. Il y a des facteurs externes. Donc, son cas, c'est une mine de secrets qui est là. S'il commence à déballer là, je crois qu'il ne va pas tout dire. Mais c'est pas Béchir qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit l'opportunité du jugement aujourd'hui me pose un problème. Aujourd'hui, l'opportunité de son jugement me pose un problème. C'est très précipité.
Parce qu'il y a des préalables qu'il faut régler d'abord. Et ces préalables ne sont pas réglés. J'ai peur que ce soit un jugement de règlement de compte ou bien un jugement qui va soulever encore, n'est-ce pas, des contestations. Si moi, à mon humble avis, Béchir doit être mis en prison, quelle que soit la prison, il le mérite. Il n'a qu'à être mis dans les conditions en tant qu'être humain, parce que jusqu'à présent, il faut le juger d'abord. Mais régler les problèmes préalables, réconcilier les Soudanais. Réconcilier les Soudanais. Pour moi, c'est ça le préalable. Parce que ce n'est pas Béchir seul. Hein. Si on doit juger là, on doit mettre beaucoup de gens en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les camps militaires, etc. Ceux qui sont aujourd'hui dans la transition là, ils sont pas coupables, ils ne sont pas responsables. Il y a un problème qui se pose. Alors, sur le mandat, Oumar Béchir comparaissait donc pour possession de devises étrangères, corruption et trafic d'influence. Selon un enquêteur, il a reconnu avoir reçu environ 80 millions d'euros en espèces de l'Arabie Saoudite. 90 ou bien 90, je crois, à mon avis. 90 millions. À mon humble avis, 90 millions de dollars. C'est beaucoup, ça. Ça fait environ 80 millions d'euros. Ah oui, mais c'est 80 millions d'euros, c'est 80 millions d'euros. C'est pas 80 millions de francs CFA. Du tout. D'accord. Donc, partant de ce point de vue... Selon vous, est-ce que... Je pense que il a reçu. Il faut chercher à savoir dans quel cadre il a reçu. Si c'est dans le cadre d'une visite d'État, ces sous-là ne lui appartiennent pas. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Un chef d'État qui est élu, en tout cas un chef d'État, élu ou non, un chef d'État qui rend visite à une partie partenaire ou dans le cadre des accords bilatéraux et qui reçoit des dons, doit les déclarer. Vous voyez ce qui se passe en Israël avec Benjamin Netanyahu. Il est devant les tribunaux tous les jours parce qu'il y a eu des boucles d'oreilles en diamant, des machins comme ça. Ici, sous le président Kérékou, l'affaire Kovacs, hein? Ça vous dit quelque chose, etc., etc. Donc, il faut que nos chefs d'État prennent sur eux, à l'exemple du président Thomas Sankara, qui est rentré de, je crois, c'était la Corée du Nord. On lui a donné un revolver à Cross d'Ivoire et 8 millions de francs CFA. Il dit non, si je n'ai pas été président du Burkina Faso, les 8 millions, je ne les aurais pas eu. Reverser les trésors publics. D'autres m'ont pris pour un idiot, mais c'est un exemple. Donc le chef d'État doit apprendre à le faire. Le deuxième paramètre, c'est qu'on va vers un jugement. Vous jugez quelqu'un alors que les problèmes pour lesquels vous l'avez fait partie ne sont pas réglés. Mais vous ouvrez une boîte de Pandore. On veut juger qui? Omar Hassan el-Béchir et ceux qui l'ont évincé de la transition. Parce que ça a été un accord pour l'évincer. Vous pensez que si on traite nos chefs d'État tel que c'est le cas là actuellement, quelqu'un va accepter de céder le pouvoir? Nous traitons nos chefs d'État avec dignité, avec honneur. Ils ont assumé des hautes fonctions. Mais il a commis des crimes. Sur le même je n'en disconviens pas. Non, je n'en disconviens pas. J'ai été horrifié. Et je vous l'ai dit sur ce plateau, quand j'ai vu une photo qui circulait avec un monsieur qui ne prenait pas le col là. Je vous ai dit ça ici. J'ai dit, mais si moi je suis en fonction en tant que chef d'État, je vois une image comme ça, je ne cède pas le pouvoir. Vous voulez que je cède le pouvoir pour vivre ça? Je ne céderai pas. Enfin, le troisième point, celui de l'argent on dit qu'il a pris. Mais cet argent, il est là, que la transition s'en serve pour faire de bonnes choses. C'est à peu près 45 milliards, je crois. C'est beaucoup d'argent. Et avec ça, on peut gérer déjà les impondérables d'urgence pour ne serait-ce qu'asseoir la transition. Je voudrais lever un point de... Je voudrais lever une équivoque par rapport à nos débats précédents. Sur le problème de l'argent. Je n'en disconviens pas que le pays a besoin d'argent. Mais on ne vend pas un homme comme moi qui a plus d'argent dans les caisses du Soudan, que le Soudan était mal, machin, mais l'argent est passé quelque part. Et ceux qui ont évincé le président Omar Hassan el-Béchir, c'est ceux-là qui dirigent la transition aujourd'hui. Ils sont comptables de son bilan. À tout point de vue, à tout égard, ils sont comptables de ce bilan. Encore que le président Omar Hassan el-Béchir a été déposé par son ministre de la Défense. Non, pas le seul. Il n'est pas, voilà, par son ministre de la Défense. Il a été déposé par son ministre de la Défense. Et Dieu seul sait le ministre qu'il a nommé deux mois plus tôt. Dieu seul sait qu'un seul ministre de la Défense
ne fait pas un coup d'État. Hein. Il faut toute une équipe, c'est toute une organisation. Et tous ceux qui ont participé à ça sont ses proches. C'est le cas aussi, hein, c'était le cas en Égypte. Hein. C'est un ministre de la Défense qui a déposé aussi Morsi. Tout à fait. on prend les mêmes et on recommence donc. Voilà. Alors, Lamine Cissé, à l'extérieur du tribunal, il y avait plusieurs centaines de manifestants. Des gens réclament que le président Béchir soit jugé pour d'autres crimes, notamment dans son rôle dans le conflit au Darfour. Est-ce que selon vous, visiblement, on va dire le chemin de croix ne fait que commencer pour le président Omaï? Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit c'est trop tôt. Moi, vraiment, le rôle de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que les dirigeants de ce c'est-à-dire que les Américains sont en contradiction flagrante. Ils se battent pour la démocratie, le monde. Ils traitent avec des dictateurs pour leur intérêt. Ils traitent avec des gouvernants qui tuent. Vous avez vu le journaliste qu'on a tué décapité. Tout à fait. Décapité, tout à fait. Là. Le dossier où ils ont enterré. Tant que l'Arabie Saoudite se lève contre ses frères musulmans, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite a mis beaucoup d'argent pour décapiter l'Irak, Saddam Hussein, etc. Quand il s'agit des pays musulmans, ils ont tué Kadhafi, l'Arabie Saoudite n'a pas levé le doigt. Hein. Maintenant, ils donnent l'argent à Béchir. Là. C'est gratuit, c'est pas gratuit. Hein. Non, encore que ça peut être la parole de Béchir contre l'Arabie Saoudite. Rien ne dit que... Il ne peut pas accuser de son vivant l'Arabie Saoudite. Il ne peut pas l'accuser comme ça directement. C'est fait. Ils lui ont donné. C'est son allié potentiel. Maintenant, c'est l'Égypte qui suffit. L'Arabie Saoudite, peut-être qu'il est en train de soutenir les gouvernants qui sont en place maintenant. Là. Tout à l'heure, il a dit que c'est un problème de géopolitique. Tu vois, il est engagé au Yémen pour des trucs vraiment qui lui dépassent. Génocide. Et il y a l'Iran qui est en train de soutenir les rebelles sur le terrain. Donc, il y a un embrasement sur le plan international à ce niveau-là. Donc, l'implication de l'Arabie Saoudite pour le règlement et l'Égypte pour le règlement du Soudan, c'est fondamental. Ces deux pays-là, c'est fondamental. Mais ils le font au prix de... au bénéfice du peuple soudanais, ou ils le font pour préserver un certain intérêt. C'est-à-dire que c'est compliqué. Alors, ce que moi je suis... C'est pourquoi j'ai dit, juger Béchir aujourd'hui n'est pas opportun. Sur le plan politique même, je pense qu'il fallait essayer de le faire, de le garder, de le faire ignorer. Et d'attaquer les problèmes essentiels. Tu vois déjà des gens qui ont commencé à manifester. Et les révélations vont se faire. Ils ont trop tué dans ce pays-là. Le sang a trop versé. Ok? Alors, si on pense peut-être qu'en tuant quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est un chien qu'on a tué, c'est une erreur fondamentale. L'âme est égale à l'âme. Il n'y a pas d'âme supérieure à une autre. Ok? Ça, c'est Dieu qui va déterminer cela. Mais ici, dans ce monde-là, nous sommes supérieurs à l'animal qu'on tue, qu'on mange. Mais l'animal, là, nous nourrit. Alors, donc, je crois que les crimes impunis au Soudan, c'est incommensurable. C'est pas le fait d'arrêter Béchir, dire, oui, corruption, etc. En fait, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois qu'ils vont rectifier le tir pour mieux, vraiment, recadrer les choses, quoi. Tout homme sont égaux devant Dieu, comme peuvent être les dents du peigne. Les Soudanais ont intérêt à se mettre ensemble pour bâtir leur nation. Et surtout ne pas verser dans l'islamisme. Ouais. Voilà, vous êtes Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. face à vous, Lamine Cissé, écrivain en communication politique. Et messieurs, merci d'avoir suivi. C'était le Soudan en long et en large. Merci d'être resté fidèle à notre émission, à notre chaîne aussi. Et à très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue.